vlog du mois d'août puisque ce matin j'ai fait un petit tour chez Gilbert Joseph pour voir s'ils avaient quelques petites occasions sympathiques en rayon, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Et effectivement, j'ai trouvé 2 livres qui me faisaient de l'œil depuis longtemps, un livre que je connaissais pas du tout mais que j'ai payé pas très cher, et un petit craquage. Un petit craquage, un livre qui n'était pas prévu, mais je me suis fait un peu plaisir. Et je pense que quand vous allez voir ce magnifique ouvrage, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pu résister. On commence avec Bleu de Delft de Simone van der Vlugt que je vois passer chez Gilbert Joseph depuis un moment, mais à chaque fois il n'est pas en très bon état et là il est comme neuf, donc je suis ravie. Et j'ai sauté le pas alors que ça fait vraiment longtemps, comme je vous l'ai dit, que je le vois passer, parce que j'ai lu La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier il y a pas longtemps, je vous en ai parlé en update lecture, et ici c'est un peu le même type de récit. On est au XVIIe siècle, on va suivre une jeune fille qui va croiser le destin de Rembrandt, qui va ensuite fuir à Delft et qui va croiser Vermeer. Or Vermeer c'est un des personnages principaux dans La jeune fille à la perle et j'avais vraiment beaucoup aimé cette ambiance, cette intrigue, le fait de mêler historique et art. J'avais été vraiment séduite par ce livre et donc je pense que là on est dans quelque chose de totalement similaire. Je l'ai payé 4 € donc je n'ai pas résisté et ça a l'air un tout petit peu plus dynamique en tout cas par rapport au résumé que La jeune fille à la perle, dans le sens où déjà la jeune fille va changer d'environnement alors que dans l'autre livre on était plutôt sur un huis clos dans la ville. Et voilà, il y a l'air d'avoir un peu de trahison, des petites péripéties, donc ça a l'air très sympathique. Et je pense que ça va être parfait à lire pour cet automne. Je me le réserve pour cet automne. Je me suis ensuite procuré Rue de Camille Le Boulanger aux éditions La Talente. Alors j'ai aussi Le chien du forgeron du même auteur dans ma palle. Et je me souviens quand je vous l'ai présenté en book haul, je vous avais dit que j'avais hâte de découvrir cet auteur, blablabla. Je l'ai déjà lu, je m'en suis rendu compte après, mais je me souviens que pareil, je l'avais trouvé d'occasion. Je l'avais lu, mais j'ai lu Malboire, pareil aux éditions La Talente du même auteur. C'était hyper bizarre. C'était un livre très bizarre, mais en même temps qui vous laisse pas indemne, dans le sens où je me souviens quand même bien de l'histoire, mais c'était juste très déconcertant, très dérangeant. C'était très terreux, boueux, organique, c'était vraiment très particulier. Mais je crois que ces autres ouvrages là sont assez différents. Je vais pas m'étaler sur Malboire dans cette vidéo. Mais tout ça pour dire que j'ai pas hésité en voyant que ce livre était d'occasion et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais je sais que Camille Le Boulanger fait des choses qui sont assez dérangeantes, déconcertantes, qui nous poussent un peu dans nos propres retranchements de lecteurs et il y a souvent plusieurs lectures à ces histoires. En tout cas c'est ça que j'avais ressenti dans Malboire, c'est des grosses métaphores pour exprimer des choses qu'on a au plus profond de nous. Il y a plusieurs lectures à avoir et je me dis que si un jour je découvre vraiment beaucoup plus l'univers de cet auteur, peut-être que je relirai Malboire et en comprenant un peu ce qu'il avait voulu dire, un peu son style, son univers, peut-être que je lirai autrement ce livre, mais vraiment j'étais tombée dessus par hasard et je ne savais rien de sa démarche, alors que maintenant, en ayant vu un peu les livres qu'il a produits entre temps, je saisis un peu cette espèce de bestialité, d'organisme qu'il met dans ses œuvres et cette espèce de double lecture d'animalité qu'il transmet pour exprimer des pulsions, des choses qui sont enterrées, enfouies, assez sombres dans l'être humain. J'ai l'impression que c'est un peu sa patte. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, il n'y a pas de résumé, que ce soit la 4e de couverture ou l'intérieur. Ça parle de manière très abstraite du livre, mais on dit que c'est un livre qui ressemble à un film de Guillermo del Toro et un tableau de Goya, donc c'est assez parlant je trouve. J'ai quand même hâte de me plonger, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre dont je ne connaissais absolument rien, et donc ça va être assez sympa d'y aller les yeux fermés et le cœur ouvert pour voir ce que ça donne. Et ensuite le livre dont je ne connaissais rien et qui m'a appelé comme ça chez Gilbert Joseph, c'est La ville peu de temps après de Pat Murphy, qui m'a beaucoup intriguée puisque c'est une histoire où une ville est séparée en deux. D'un côté il y a les militaires, de l'autre côté il y a des artistes qui vivent dans une espèce de société utopique et ça va être la confrontation de ces deux univers. Ça a l'air d'être assez engagé politiquement, ça me fait penser un peu à Alain Damasio dans le sens où il utilise la science-fiction et l'imaginaire pour
présenter des idées politiques, parfois un peu trop, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est vraiment un récit qui est anti-militariste, utopique, empreint de rêves, d'art et de magie. Vraiment, je n'ai jamais entendu parler de ce livre, mais ça a l'air assez sympa. Je suis pas certaine d'aimer, mais ça me sort un peu de ma zone de confort et c'est aussi un peu sympa de se challenger de temps en temps et de sortir des lectures un peu qu'on est certain d'aimer, quoi. C'est assez sympa. Et dans ce qu'ils disent, c'est que Pat Murphy, elle est quand même lauréate de 2 Nebula Awards, du prix Philip K. Dick Award, et du World Fantasy Award. Donc aux États-Unis, elle a l'air d'être assez reconnue. Moi, j'en ai encore jamais entendu parler, mais je fais quand même assez confiance aux moutons électriques et je fais confiance à leur analyse, à leur expertise. Et j'ai hâte de découvrir ce récit qui m'a l'air assez étrange. J'espère qu'on va pas être dans de l'essai caché par de l'imaginaire et que va quand même d'avoir des petites choses qui se passent, hein, avec des personnages auxquels on s'attache. Mais c'est un petit coup d'essai, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, non mais vraiment, j'ai hâte de me plonger dans ce livre, c'est une beauté et je n'ai pas pu résister. Alors, c'est pas pour toutes les bourses, on va pas se mentir, c'est vraiment un cadeau de moi à moi, mais il coûtait quand même 55 €, mais c'est un superbe ouvrage sur l'univers de Hayao Miyazaki que j'adore, j'ai déjà pas mal d'essais sur lui. Là c'est un ouvrage qui est en anglais seulement, donc il faut maîtriser l'anglais, mais on a des superbes illustrations, ça a l'air de développer le processus créatif de tous ces films. Ça s'arrête justement aussi sur les thématiques abordées, les sens cachés, les problématiques traitées dans les films de Hayao Miyazaki. Il est absolument magnifique. C'est assez gros, hein, vous voyez à ma tête. Et de l'autre côté, il est comme ça. On a surtout pas mal de croquis des dessins et on va dire les ébauches des films à chaque fois. Et je trouve ça incroyable et très inspirant de pouvoir se plonger dans le processus créatif d'un homme aussi talentueux que Hayao Miyazaki. Vraiment pour moi c'est un génie, il arrive à créer des personnages, des univers qui sont extrêmement divertissants, très ludiques et en même temps très profonds, qu'on peut regarder quand on est enfant et on trouve une autre lecture hein, quand on est adulte. Donc je suis vraiment très heureuse de m'être procuré ce livre, je vais le savourer, vraiment je vais le savourer et le lire petit à petit dans les mois, les semaines qui suivent. Je vous en ferai un retour si ça vous intéresse, mais ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire, de Noël ou de soi à soi comme je viens de le faire. Et maintenant vu qu'il fait extrêmement chaud, on va pas s'attarder et je vous dis à plus. Un nouveau livre! Aujourd'hui je suis allée à la librairie Junku à Paris. C'est une librairie qui est spécialisée en littérature japonaise. Enfin pas vraiment en littérature japonaise, en fait c'est une librairie hein, japonaise. C'est-à-dire que je pense que les 3/4 des livres sont en japonais, il y a un sous-sol avec des mangas, et le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, oui le rez-de-chaussée, c'est de la littérature contemporaine classique japonaise. Il y a que des livres en français un petit peu, mais pas non plus des masses, hein. Mais c'est une librairie vraiment très sympa si jamais vous êtes dans le centre-ville de Paris, c'est vraiment en plein cœur de Paris, c'est quartier Rivoli. Donc c'est vraiment très sympa d'y aller, il y a des superbes ouvrages en lettres japonaises. Je vais vous mettre des petits inserts pendant que je parle pour vous illustrer tout ça. Mais on est donc sur un petit unboxing. J'aime bien, c'est pas des sacs, c'est des petites pochettes. J'ai acheté Renvoyer les morts de Hiroki Takahashi Okuribi. Renvoyer les morts. Aux éditions Belfond. Donc c'est un très court livre qui fait 122 pages en grand format. Alors ça a l'air un peu hardcore hein, dans le sujet parce que en gros c'est un livre dans la lignée de Battle Royale selon ce qu'en dit la 4e de couverture. Bon, après les comparaisons sont un peu des fois tirées par les cheveux dans les 4e de couverture parce qu'ils veulent associer des romans à des best-sellers hein, pour qu'on les achète justement, ce qui a absolument marché sur moi. On dit que entre lyrisme et violence, c'est une œuvre glaçante, hypnotique sur la psyché adolescente dans un Japon inattendu, loin des clichés. Et en gros, je crois que ça va parler de harcèlement parce que on va suivre Akira qui a d'abord cru à
faire des petits jeux innocents et qui cherche à s'intégrer avec ses camarades et qui va sans doute prendre part à ces petits jeux. Et il va se rendre compte rapidement quand même que les humiliations, les punitions, les coups sont toujours adressés vers un petit garçon et il va se poser la question est-ce qu'il doit intervenir ou pas. Et voilà, apparemment à la fête des morts, tout a basculé. Donc je pense que ça va partir en cacahuète. Je sais pas vraiment ce que ça donne, mais ça m'a intriguée. Je trouve le livre extrêmement beau. Et ce côté dénoncer le harcèlement au Japon, alors je sais pas, moi je suis jamais allée au Japon, mais c'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent dans les mangas, dans les romans, donc je sais pas si le harcèlement est encore plus présent que chez nous, mais c'est quand même une thématique qui revient souvent et j'avais hâte, j'étais très curieuse de savoir comment ça allait être abordé dans ce livre. Et c'est surtout le côté lyrisme et violence, ce petit combo, ça m'a appâté, je l'avoue. J'ai acheté des graphiques. En ce moment, ma palle de romans est quand même assez conséquente pour moi en tout cas, puisque je dois avoir à peu près 50 livres, donc on va arrêter d'acheter des romans. Mais peut-être que je suis en train de dire ça et que je vais littéralement me contredire dans le reste de cette vidéo, on verra. Tout ça pour dire que j'ai acheté des petits graphiques, je vais vous mettre des plans en même temps pour que vous puissiez voir l'intérieur. Mais le premier que j'ai acheté c'est « Et à la fin, il meurt » de Lou Luby, la sale vérité sur les contes de fées. Alors, j'avais lu quand j'étais en prépa Psychanalyse des contes de fées de je sais plus qui était un livre social justement sur les contes de fées. Et ça c'est un espèce de graphique / essai qui nous explique à quel point les vraies histoires derrière les contes de fées sont complètement barrées et super glauques. Donc on va retracer la source en fait de ces contes. On va parler de Cendrillon, on va parler de La Belle au bois dormant, on va parler de La pauvre Manchotte. Donc je vais aussi découvrir des contes que je ne connaissais pas. Mais ça a l'air hyper drôle. En fait j'ai lu les premières pages, enfin feuilleté, quand j'étais dans la librairie et je n'ai pas pu résister à l'humour et aux petites pointes d'ironie et de cynisme qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que les contes qui ont été repris par Disney et qu'on connaît ont été très fortement édulcorés. Et en fait c'est hyper sanglant, c'est hyper violent, il y a plein de scènes de olé olé, hein, donc c'est pas du tout destiné aux enfants. Et je me souviens que voilà, j'avais vraiment beaucoup apprécié, je m'étais beaucoup amusée à découvrir ces vraies histoires qui se cachent derrière ces contes très roses, très mignons, très bisounours et qui en fait sont dignes de Jack l'Éventreur. Donc voilà, ça a l'air très sympathique et en plus, regardez comme c'est beau. Vraiment là c'est un combo gagnant. Et ensuite, toujours dans cette vibe graphique / essai, j'ai acheté 2 livres qui vont ensemble. Et c'est donc L'incroyable histoire du sexe en Occident. Et le tome 2, c'est De l'Afrique à l'Asie. Et c'est écrit et dessiné par Philippe Breneau et Laetitia Corin. C'est chez Les Arènes BD, ils font pas mal de BD historiques qui sont très sympas. Et ici, comme le titre l'indique, n'est-ce pas, on va retracer l'histoire et l'évolution des mœurs, de l'amour, de l'érotisme, etc. au fil des siècles. Donc premier tome en Occident et deuxième tome donc dans des pays plus orientaux. Et je trouve ça très sympa puisque on se rend rapidement compte, je pense, que tout ce qui a trait à l'amour, à l'érotisme n'est pas vraiment inné mais plutôt acquis et qu'en fonction des civilisations et des cultures, on n'a pas tous les mêmes mœurs, on n'a pas tous les mêmes habitudes, pas tous les mêmes tabous non plus. Et je trouve ça très intéressant de voir comment le couple, comment les comportements amoureux ont évolué au fil des ans et les comparaisons qu'il y a entre les civilisations. J'aurais pas acheté le premier sans le deuxième parce que pour moi ils vont ensemble, c'est hyper intéressant de découvrir en second plan ensuite les mœurs qui sont différentes de la France en fait, de notre culture à nous. Et pour moi c'est vraiment important de mettre les deux en exergue et en comparaison. Et voilà, ça a l'air vraiment très sympathique. Les dessins c'est pas ce que je préfère, mais on n'est pas vraiment là pour des raisons esthétiques, même s'ils sont quand même très agréables à regarder, mais c'est vraiment un récit qui va nous apprendre, je pense, beaucoup de choses, et on va pouvoir observer les excentricités de Cléopâtre, l'homosexualité de Michel-Ange, le libertinage de Louis XV, bref, c'est une fresque un peu historique, anthropologique sur le thème du sexe, donc je pense qu'il va y avoir plein de dessins
de parties génitales. Donc j'espère que quand j'aurai fait les inserts, on n'en verra pas trop. Je suis désolée si c'est le cas et que... Je sais pas, vous avez pas envie de voir ça peut-être si c'est le matin, le petit déjeuner, j'en sais rien. Tout ça pour dire que ça a l'air très sympa, très instructif et que j'attends de voir comment ça va être traité, mais ça a l'air extrêmement complet, donc je suis très contente de ces achats. A plus! Petit unboxing du matin, j'ai reçu 2 colis chez mon papa. Un colis de Momox et une cube. J'ai hâte de déballer ça, Alors, les livres de Momox, je vais peut-être faire du bruit, attendez. J'ouvre un peu avant. Ouais, je disais que j'achetais pas souvent sur Momox parce que je suis quand même pas super chaud d'avoir des livres très abîmés et pas en très bon état. Donc, je regarde toujours s'il y a le très bon état à offrir et dans ces cas-là, souvent, c'est quand même assez qualitatif. Et là... Verdict. Ouais bah c'est pas mal. Mais il y a un truc que j'ai pas commandé. Mais c'est pas à moi ça. Je ne pense pas avoir commandé Zozo la tornade de Astrid Lindgren. C'est un roman jeunesse pour les 7-10 ans. Ok, je n'ai absolument pas commandé ça. Bref. Ça, c'est ce pourquoi j'avais fait la commande. Mais dans mes souvenirs, il y a en gros un deuxième livre du couple Djatchenko. J'ai acheté Le Messager du Feu de Marina et Sergei Djatchenko. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo sur Vita Nostra et je pense lire numérique le deuxième tome de leur triptyque des métamorphoses pour le Cold Winter Challenge ou le Pumpkin Autumn Challenge, donc cet hiver. Et j'avais très envie de découvrir les autres livres des auteurs qui sont plus édités en fait en neuf quasiment, donc il faut les trouver d'occasion. Et là, j'ai trouvé sur Momox, franchement en très bon état, en grand format, Le Messager du Feu. Alors, je sais même plus de quoi ça parle. Apparemment, du coup, c'est un homme qui s'appelle Varan, qui a 17 ans, qui est hanté par le désir de connaître le monde. Il va croiser un mage et en fait, ils vont partir dans une quête pour découvrir lequel d'entre eux a le don, puisque un seul d'entre eux peut avoir le don du feu. Et donc voilà, dans leur quête, ils vont découvrir qui est le messager du feu. Ça a l'air vraiment très chouette, juste j'ai trop envie de découvrir les autres œuvres avant de Djatchenko, parce que quand j'ai fait ma vidéo, mes recherches, etc., j'ai vu qu'ils avaient publié quand même plus de 20 œuvres avant de publier Vita Nostra numérique, ce qui les a un peu fait connaître au grand public en France. Et j'étais très curieuse en fait de savoir ce qu'ils avaient pu écrire avant, parce que c'est ce qui les a menés à écrire Vita Nostra et j'ai trouvé que c'était un livre tellement unique et tellement fort que j'avais vraiment envie de découvrir leurs œuvres. Et en gros, j'avais aussi un autre livre dans la commande, je me souviens, je crois que ça s'appelait La Caverne ou quelque chose comme ça. Et ils se sont plantés chez Momox. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Au pire, je ferai une autre commande pour recommander le bon livre. C'est pas très grave. Et le deuxième livre de Momox, c'est L'Âge des miracles de Karen Thompson Walker. Alors, je me souviens plus vraiment pareil de quoi ça parle, mais c'est un roman américain où je crois qu'il y a une jeune fille qui va être spectatrice témoin de la fin du monde à un âge où t'es censé te construire un peu à l'adolescence. Et du coup, ça a l'air d'être un roman post-apo, mais qui va aussi beaucoup parler de l'adolescence, de la construction de l'identité. Et c'est des thèmes qui me parlent pas mal en ce moment. Je sais plus honnêtement pourquoi j'avais mis ce livre dans mon panier. En général, je mets des livres dans mon panier et dès que j'en ai 3-4 à commander, je fais une commande sur Momox. Ce qui arrive pas souvent parce que, comme je le disais, j'attends qu'il soit en très bon état, enfin disponible en très bon état à offrir quoi. Mais j'avais dû voir ce livre, il devait plus être édité en neuf, donc souvent voilà, je regarde sur Momox parce qu'ils ont quand même un bon catalogue, on va pas se mentir, même si les livres arrivent pas toujours en bon état. Si vous prenez pas très bon état à offrir, souvent ils ont quand même un bon catalogue, donc dès qu'il y a des livres qui sont plus édités, vous pouvez aller jeter un œil chez eux, et il y a de grandes chances qu'ils l'ont, ça se dit pas. Bref, voilà, donc on est sur une commande très réussie, enfin je suis très contente des 2 livres, avec le petit fail du roman jeunesse que j'ai absolument pas commandé. Et maintenant c'est l'heure d'ouvrir la cube. J'avais déjà acheté une cube une fois. Alors, je suis pas abonnée à leur box mensuelle, mais j'aime bien acheter leur box thématique et j'avais acheté celle sur le Japon. C'était sympa, il y avait des cuillères à ramen, il y avait des petits mochis glacés, il y avait un thé, je crois, un thé froid en bouteille et des livres que j'avais beaucoup aimé. Et surtout c'est l'occasion en fait de découvrir des auteurs d'autres nationalités
voient moins circuler. Ils ont une box sur l'Italie, sur la Grèce, enfin plein de choses comme ça, aussi les pays nordiques. Et là j'ai acheté, attendez, la meuf galère, on va y aller à l'arrache. Oh non, je voulais les craquer mais je craque pas. J'ai acheté celle sur l'Orient, elle avait l'air incroyable. Déjà les box en elles-mêmes, à chaque fois, c'est des box que vous pouvez... Oula, le reflet. C'est des box que vous pouvez garder si vous voulez. Celle du Japon aussi était vraiment très très belle. Donc c'est toujours un contenant très 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 beau qui peut vous servir. Et il y a un petit marque-page, qui est au même motif que la boîte. Vous avez... Ok, une friandise qui s'appelle Rose Amande, qui est de l'amande enrobée de sucre de canne, de cardamone et d'eau de rose. Traditionnellement consommée lors de mariage, cette douceur sublime vos apéritifs et vos goûters. C'est un petit sachet comme ça. Trop stylé, ça je pense que ça va être super beau. Vous avez... C'est quoi ça? C'est un truc qui peut servir comme porte-savon ou comme éponge exfoliante pure végétale, 100% naturelle. Je pense que c'est un peu ce qu'ils utilisent dans les hammams, j'ai déjà vu ça. Pourquoi pas. Ou du za'atar, trop stylé. Vous avez du za'atar pour des petites recettes. En plus le contenant est trop stylé. Vous avez un petit savon sur gras d'Alep, très connu, que j'aime aussi beaucoup parce que c'est vraiment sympa quand on a des petits problèmes de peau. Et on arrive quand même au cœur du sujet, c'est-à-dire les livres qui sont contenus dans cette box. Et il y en a 4. Nous avons 3 gouttes de sang de Sadek et Deyat aux éditions Zulma, que j'aime beaucoup. Alors si je comprends bien, c'est un recueil de nouvelles où on va découvrir pas mal de personnages différents. On a une recette de sorcellerie découverte au creux d'un sarcophage. Une jeune fille simple se découvre masochiste dans le mariage. Un fidèle perroquet vaudrait presque tous les serments d'amour. Ça parle d'obsession, de chants de l'enfance, de choses comme ça. Ça a l'air très sympathique. Donc petit recueil de 10 nouvelles. Nous avons ensuite, toujours aux éditions Zulma, on a pris cette maison d'édition, On s'y fera de Zoya Pirzad. On va découvrir Arezou qui dirige une agence immobilière qu'elle a héritée de son père. Apparemment elle est prise en étau entre sa mère, sa fille, jusqu'au jour où quelqu'un va lui acheter une maison. Et je sais pas ce qui se passe après, mais ça dresse apparemment le portrait d'une société pleine de contradictions avec une version moderne, active et divorcée d'une héroïne de Jane Austen. Version orientale. Donc ça a l'air très sympa. De toute façon, les cubes, il faut vraiment y aller les yeux fermés en se disant ok, j'ai envie de me plonger dans la littérature d'une thématique. Ça peut être les thrillers, ils ont des box avec des genres littéraires et ils ont des box avec des nationalités. Il faut vraiment y aller les yeux fermés en se disant que on va découvrir de nouvelles choses et un peu sortir de notre zone de confort. Ensuite, on a le roman de Beyrouth de Alexandre Najar. Alors ici, c'est aux éditions La Petite Vermillon. Et ça a l'air d'être un roman familial puisqu'ils disent qu'entre fiction et réalité, on va découvrir le portrait de Beyrouth et celui d'une famille libanaise sur 3 générations et que le roman ne cesse d'être réédité depuis qu'il a été écrit. Je n'ai du coup jamais lu d'Alexandre Najar, mais je pense que c'est un grand écrivain parce que il a eu plusieurs prix, etc. Et ils décrivent ça sur la 4e de couverture. Et le livre va nous parler d'une famille libanaise de 1858 à nos jours avec un arrière-plan réaliste. Donc je pense que c'est pour ça que il parle d'un livre entre fiction et réalité. Ah oui, et non, La Petite Vermillon, ça doit être la collection, mais les éditions, c'est les éditions de la Table Ronde. Ça a l'air vraiment très chouette. Et nous avons un grand format qui est très beau, qui s'appelle Le jeu des hirondelles, mourir, partir, revenir de Zeina Abirached. Ah, c'est un roman graphique, mais non, ok, j'ai même pas vu. Oh, je suis trop contente. C'est un roman graphique, vous connaissez mon amour pour les romans graphiques, je vous en présente quand même assez souvent. Et là, du coup, on est aux éditions Cambourakis. Je savais même pas qu'ils faisaient des éditions graphiques. J'avais lu Je suis la bête d'un auteur italien que j'avais vraiment beaucoup aimé l'hiver dernier de cette même maison d'édition et je savais pas qu'ils avaient des romans graphiques.
Donc c'est une autrice et voici les graphismes. Très contrasté, noir et blanc, ça me fait penser à Marjane Satrapi. Ça me fait penser un peu à ça, à Persepolis, le roman graphique, je sais pas si vous l'avez vu, mais au niveau des dessins, on est sur quelque chose d'assez similaire. Et donc là, de nouveau, on est sur l'histoire de Beyrouth. Elle va apparemment revenir sur l'histoire de sa grand-mère par rapport à un reportage tourné en 1984. Je sais pas trop de quoi ça va parler, mais je suis trop heureuse d'avoir un roman graphique dans cette petite box, dans cette petite cube. Je pense que ça va être vraiment très chouette. Surtout qu'en plus, on est sur des romans qui ont l'air très familiaux, dans la société. Je pense que ça va être un peu lent, etc. pour les 3 autres. Donc c'est sympa de changer avec ce titre-là. Mais voilà, le butin. On est donc sur 3 poches, dont 2 aux éditions Zulma et un roman graphique. Et hop, une jolie boîte et plein de gourmandises et de soins, voilà, de produits de soins qui viennent d'Orient. De nouveau, je vous conseille, si vous avez envie de vous faire un beau cadeau ou de faire un beau cadeau à quelqu'un qui aime bien la littérature, je vous conseille les cubes parce qu'à chaque fois, c'est déjà de très beaux ouvrages, des ouvrages qu'on ne voit pas souvent, qui sont très bien choisis, je trouve, par les personnes qui font les cubes. Des beaux à côté, tout ce qui vous met en plus, les petites choses à manger, les petits produits de soins, très typiques, pareil, de la culture qu'ils vont représenter via la littérature. Et moi j'aime vraiment beaucoup m'en offrir une de temps en temps. Bon, de nouveau c'est que la deuxième, mais j'ai envie de me laisser tenter à chaque fois par toute leur box comme ça en édition limitée. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. On est sur des livres de qualité, je pense. J'ai hâte de vous en parler. Pour l'instant ils vont rester chez mon père. Je pense que je vais pas les amener tout de suite à Paris, donc je suis pas sûre de les lire tout de suite. Mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Ça rejoint ma pile à lire ici. Maintenant je vais aller ranger tout ça puisque mon père ne va pas être content si je laisse tout traîner. Bon, je vais fermer ce book haul ici parce qu'on est le 20 août, mais je sais que j'achèterai pas de livres d'ici la fin du mois. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ma palle a quand même pas mal augmenté. Je pense que je vais bien la descendre dans les semaines qui viennent pour me faire plaisir en septembre, puisque acheter des livres reste un plaisir et qu'on a envie de continuer. C'est une forme de thérapie, on va pas se mentir. En tout cas, j'espère que ce vlog slash book haul vous aura plu, que vous aurez fait de belles découvertes dans les livres que j'ai pu vous montrer. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur les livres que j'ai pu présenter, le résumé, peut-être mon avis, parce que c'est possible qu'entre le moment où je filme en fait les clips et les moments où je vous le poste, j'en ai lu certains, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire, en DM sur Instagram. Je reste dispo et j'échangerai avec plaisir. Je vous fais en attendant plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et salut. Oh c'est bon. Faut pas être diabétique quand même.